Salut la famille! Ah, de mon temps, on ne rouspétait pas autant quand on nous mettait quelque chose dans l'assiette et on mangeait. Et puis tu sais quoi, à mon époque, on ne se serait jamais permis de parler comme ça à un adulte. Non, on avait du respect pour les anciens. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce genre de phrase. En tout cas, il est évident qu'on se pose la question de savoir si les enfants d'hier et les enfants d'aujourd'hui, qui sont les pires? Ont-ils vraiment changé? On va décrypter ça avec Isabelle Fillosa. Isabelle, bonjour. Bonjour Candice, Ravie de vous revoir à nouveau sur ce canapé. très contente d'être de nouveau sur ce plateau. Eh bien, écoutez, je vous présente parce que pour ceux qui n'avaient pas vu votre émission donc sur les émotions, donc vous êtes psychothérapeute, auteure et conférencière. Vous êtes, on peut dire, une figure emblématique de la pédagogie positive en France et une spécialiste de l'approche empathique de l'enfant. C'est bien ça? Tout à fait. Vous avez écrit une quarantaine de livres. Parmi ces livres, il y a la trilogie. Alors, j'ai tout essayé. Donc, pour les enfants, finalement, de 1 à 5 ans. Ensuite, il y a Il me cherche. De 6 à 11 ans. De 6 à 11 ans. Et On ne se comprend plus, donc à partir de 12 à 17 ans, qui ont été publiés donc, aux éditions JC Lattès et également aux éditions Marabout au format poche. Alors, on se pose une question. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils pires que ceux d'hier? Alors, vous terminez le livre J'ai tout essayé par ces phrases. Ce ne sont pas les enfants qui ont changé, mais leur environnement. Nous oublions parfois que nos enfants ne sont pas équipés pour faire face à cette société hyper stimulante. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a vraiment changé ces dernières années et qu'est-ce que cela implique finalement? Alors déjà, c'est important de réaliser que de tout temps, à toutes les époques, tout le monde a toujours dit les enfants d'aujourd'hui sont pires qu'hier. C'est un biais psychologique qui fait qu'on idéalise notre enfance et on considère que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas aussi respectueux que ceux d'hier. Ça, c'est tout le temps. Mais quand même, en tant que psy, on est obligé de regarder la réalité d'aujourd'hui et maintenant on peut mesurer et il y a des choses qu'on sait. Et donc on réalise vraiment que les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à réguler leurs émotions que ceux d'hier. Que le niveau scolaire baisse, c'est-à-dire les capacités logiques baissent, mais on constate qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui baissent. 25% de capacité cardiaque en moins, par exemple. Alors ça, c'est dû à quoi? Un ensemble de choses. Parce que notre environnement a profondément changé. Le cerveau, nos capacités, ce que nous sommes, eh bien, nous le développons en relation avec notre environnement. C'est pas j'ai le code génétique et naturellement je deviens quelqu'un de super musclé ou quelqu'un de tout mou. C'est que j'ai mes gènes, bien sûr que j'ai mon capital génétique, mais au-delà, on le sait tous, c'est si je me muscle que je construis ma musculature. Si je ne me muscle pas, je ne construis pas ma musculature. Le cœur, c'est un muscle. Quand on ne fait pas de gym du tout, de mouvement du tout pendant des semaines, bah, si par exemple on se casse un bras, Ah oui. eh ben, le bras, il est tout mou après. Et il n'y a plus de muscles. Et nous ne réalisons pas assez que ne se développe que ce que nous utilisons. Un corps musclé ne l'est que parce qu'on le muscle. Or, les enfants d'aujourd'hui, ils sont élevés en container, c'est-à-dire dès la naissance quasiment, on les met dans des petits sièges auto. Alors, sièges auto absolument nécessaires dans la voiture, Mais pas en dehors. mais pas en dehors. En dehors, l'enfant, il va être contraint. Alors, c'est sûr, il est super confortable, il dort très très bien là-dedans. Sauf que ça continue de maintenir la courbure qu'il avait dans le ventre. Donc, il est confortable. Mais l'idée, une fois qu'on est né, c'est pas de rester dans la courbure qui était nécessaire dans l'utérus. L'idée, c'est justement de s'étirer et de construire sa colonne et de commencer à muscler son dos. Et pour muscler son dos, eh bien, c'est pas en étant confortable dans le. Donc, aujourd'hui, les enfants ont une vie ultra confortable. Ils sont assis sur des coussins, des trucs, des bidules.
et on leur demande rarement de bouger. En fait, ils ne sollicitent pas assez leurs muscles. Finalement, Ensuite, ils sont trop sédentaires. exactement. Et même par la suite, ils sont là avec leur tablette sans bouger, à l'école assis, assis, assis. Avant, on pouvait être assis un petit peu à l'école, mais dès que l'école était finie, les enfants couraient dans les bois, ils sautaient dans la piscine, enfin dans la piscine ou dans la rivière, on bougeait énormément. Aujourd'hui, l'enfant qui sort de l'école, il va où? En voiture. Ou Et à en la voiture maison, en tout jusqu'à la cas. maison. Mais... Et à la maison, il fait ses devoirs, mais toujours assis, 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 assis. Et donc, tout ça, ça a l'air de rien, mais ça fait que petit à petit, nous perdons du muscle, nous perdons des compétences. Les enfants d'aujourd'hui courent moins vite que les enfants d'il y a 30 ans. Donc, de manière générale, nous avons perdu des capacités physiques, étant donné aussi que quand on ne bouge pas suffisamment, les os sont aussi plus fragiles. Et donc, les enfants d'aujourd'hui ont tendance à se faire plus de fractures. Pour deux raisons. D'une part, leurs os sont plus fragiles. Mais d'autre part, ils ont de moins bonnes capacités de convergence oculaire et de pouvoir mesurer les distances. C'est-à-dire que quand on grimpe aux arbres, quand on est depuis tout petit, on a l'habitude d'être dans la nature. Dans la nature, je vois la branche d'arbre que je suis en train de regarder, mais juste derrière, j'en vois une autre et une autre, oui. etc. Il y a tout un tas de profondeurs que je vois. Il y a un oiseau que j'entends en même temps qui passe dans le ciel. Hop, ça me permet d'associer. J'ai une petite brise qui passe sur mon visage, une odeur qui passe. Tous nos sens sont imprégnés et se coordonnent, se régulent ensemble. Et lorsque je dois attraper quelque chose, hop, mes yeux font ce travail de convergence. Je l'exerce beaucoup. Quand on est juste à la maison, on ne sort plus suffisamment. Les choses autour de soi, elles sont manufacturées. Elles sont toujours au même endroit. Ça ne bouge pas. Dans la nature, ça bouge tout le temps. C'est jamais la même chose. Les branches bougent. À la maison, le canapé ne bouge pas. Les livres, ils ne bougent pas. Tout ça, ça ne bouge pas. Et du coup, il y a moins d'exercices du visuel et il n'y a pas l'intégration sensorielle avec tous les autres sens sans arrêt, comme ça, qui sont sollicités. Donc, les enfants d'aujourd'hui ont des difficultés d'intégration sensorielle. C'est pour ça que vous avez une explosion des enfants. Ah, je ne supporte pas les étiquettes. Ah, ça me chatouille. Ou des enfants, simplement, dès qu'ils sont assis, ils sont comme des piles électriques parce qu'en fait, ça stimule des réflexes. Dès qu'ils sont appuyés contre un dossier, ça stimule des réflexes et du coup, ils deviennent hyperactifs, il faut qu'ils se lèvent, etc. Et tout ça est biologique, physiologique. Et donc, c'est lié au manque de mouvement et au manque d'extérieur, au manque d'expérience suffisamment nourrissante qui oblige à développer à la fois la musculature et le système sensoriel et le tout bien imbriqué. Donc, comme on a toutes ces difficultés-là, les enfants peinent à mesurer les profondeurs. Et du coup, eh bien, ils peinent aussi à mesurer leurs gestes. Alors, mesurer les profondeurs, par exemple, je fais du vélo et hop, je monte sur mon vélo et ben, il faut beaucoup, beaucoup regarder tout autour. Donc, les enfants ont tendance à chuter plus facilement parce qu'ils ne mesurent pas toujours la distance entre le vélo et puis le bord du trottoir ou la pierre qui est là ou un autre vélo qui arrive et spang, ils tombent plus facilement et ils se cassent plus facilement les os. Donc, Vous à pensez force que de surprotéger. les écrans, ça peut avoir ça a aggravé tout ça? Bien sûr que ça a aggravé, ne serait-ce que pour la... Alors, Pour il y la a vue, toutes hein, je sortes veux de dire. problèmes pour les écrans. Alors, pour la vue, pas tout à fait, c'est-à-dire un petit peu. Mais le principal problème avec les écrans par rapport au mouvement, c'est qu'on est figé, justement, on ne bouge pas. Il y a tout le temps passé sur l'écran, il n'est pas passé à courir et à grimper dans les arbres. Et un enfant, ça a besoin de courir et de grimper dans les arbres. Absolument, c'est un besoin. Une autre chose problématique avec les écrans, c'est qu'on regarde l'écran à l'intérieur de la maison. Or, on a besoin d'être 4 heures par jour dehors. Ce qui abîme les yeux, c'est un peu les écrans, surtout la lumière bleue, etc. Et donc ça va jouer sur le sommeil aussi. Mais ce dont on s'est rendu compte, parce qu'il y a une explosion de la myopie. En France, on en est à peu près à 50% d'enfants myopes.
Mais il y a des pays, en Asie par exemple, où à Séoul, 96,5% des jeunes de 15 ans sont myopes. Alors, les gars, quand même, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? 96%, c'est un peu beaucoup. Taïwan, 81%. Et on regarde sur le reste du monde, en Afrique que 12% et en Australie 12% aussi. Bon, on se dit en Afrique, ils n'ont pas beaucoup d'écrans, mais en Australie, ils en ont aussi, ils sont riches aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quel est le lien? Donc, au début, ils se sont dit, les scientifiques, c'est les écrans. Ils ont testé. Non, ce n'est pas les écrans qui posent le problème de myopie. Ce qui pose le problème de myopie, c'est l'exposition à la lumière extérieure. En fait, pourquoi en Afrique et en Australie? En Australie, ils sont un pays riche, mais ils sont tout le temps dehors. Ils sont tout le temps dehors. Et l'œil se construit grâce à la quantité de luxe. Le luxe, c'est une unité de la lumière, et donc la quantité de luxe qu'on reçoit. Quand on est dehors, on reçoit jusqu'à 100 000 lux qui tapent, et donc l'œil se nourrit en quelque sorte de cette lumière et grandit. Et lorsque, à l'intérieur d'une maison, on reçoit rarement, même quand il y a un éclairage très puissant, on va rarement recevoir plus de 10 000 lux. Ce n'est pas assez, et du coup, on développe de la myopie. Et donc, à Séoul, à Taïwan et dans Hong Kong, etc., ils ont réalisé que les enfants étaient beaucoup trop souvent en intérieur, n'étaient plus suffisamment exposés à l'extérieur, et que c'est ça qui causait la myopie. Et donc, les études montrent que 4 heures par jour dehors suffisait pour vraiment ne pas devenir myope. Moins, alors 2 heures par jour, c'est déjà une amélioration, mais 4 heures par jour semble être le chiffre nécessaire. Donc là-bas, même dans les écoles, ils tournent pour faire cours dans la cour, pour au moins être dehors, être exposé à la lumière extérieure. Oui, parce que quand on regarde entre les récréations, éventuellement la cantine, et après s'ils rentrent directement à la maison, pour peu qu'en plus on soit en période d'hiver où à 4h30, 5h, le soleil se couche, il n'y a pas de lumière en fait. C'est ça. Et la luminothérapie peut-être à la maison, ça peut aider? Oui, bien sûr que ça peut aider. Ça peut aider, mais mieux vaut l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a aussi toutes les bactéries qui sont à l'extérieur, on respire davantage, on nous demande d'aérer beaucoup les maisons, et à juste titre. C'est très très important d'aérer pour permettre aux bactéries de tourner, voilà, on a besoin de respirer un air sans cesse renouvelé. Donc l'environnement, on vient de voir, de nos enfants, il a changé, mais celui des parents également, il a changé. Bien sûr, parce que là, je vous ai dit une chose qui a changé, mais il y a énormément de choses qui a changé. Il y a la quantité de perturbateurs endocriniens aussi qui a changé. Et puis, au niveau des parents, il y a le stress. Le stress a notablement augmenté. L'insécurité augmente relativement. L'insécurité financière, c'est de plus en plus compliqué pour nombre de familles. Et la quantité de temps passé entre le travail et les transports est aussi de plus en plus importante. Le stress, la quantité de temps passé sur nos écrans qui prive nos enfants d'autant d'interactions. Donc tout ça, bien sûr, ça joue. Mais même l'insécurité, le fait de ne pas forcément laisser les enfants aller dehors tout seuls, c'est des choses c'est des problèmes qui ne se posaient pas à l'époque. Aujourd'hui, on a l'angoisse de laisser son enfant de 10 ans. On n'en voit plus des enfants qui sont à la boulangerie à la fin en train d'acheter la baguette pour le soir. Exactement. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une perte très importante. Et ça, c'est lié à la télévision, hein, qui nous a fait croire qu'il y avait des enlèvements d'enfants partout, etc. C'est-à-dire qu'on voit un enlèvement d'enfants et on se dit ah, « je ne veux pas que mon enfant soit enlevé », etc. Donc, les statistiques vont à l'encontre de ça parce que la majorité des violences ont lieu à l'intérieur de la famille. Donc, l'intérieur de la famille est bien plus dangereux que la rue, que l'extérieur. Mais quand même, c'est irrationnel, mais on a peur pour nos enfants. Et du coup, on les garde à l'intérieur. Et on se croit plus rassuré si notre enfant est dans sa chambre en train de faire un jeu vidéo. Au moins, il est dans sa chambre, je le surveille. Mais en réalité, malheureusement, voilà, c'est souvent encore plus dangereux. Il y a beaucoup plus de dangers sur Internet qu'on ne croit. Mais c'est vrai qu'on a plus de stress, nous, en tant que parents. Je le ressens. Et quand j'en discute même avec d'autres générations, comme celle de mes parents,
Mais mon père me dit: «Mais moi, je sortais, j'étais tout le temps dehors. Aujourd'hui, on a peur de tout». L'autre fois, j'étais avec mon fils, je lui disais: «Mais range bien ton portable», parce qu'on était dans une gare. Je lui dis: «Fais attention à tes affaires» et tout ça. Il me dit: «Mais» et en fait, je me dis: «Mais je suis en train de lui transmettre, moi, du stress. Lui, il Oui, n'en a pas, en fait. oui, C'est moi qui suis en train de lui transmettre ça». Et c'est vrai qu'après, il m'a dit: «Mais maman, je regarde partout là». Je fais: «Mais excuse-moi, mm, 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 je suis ultra mm, protectrice mm, dans mm, un mm, cas comme ça». Et en fait, ça ne te rend pas service parce mm, que, bien sûr qu'il faut faire attention, mm. mais on ne peut pas les protéger de tout. On est C'est ça. dans une société aujourd'hui où beaucoup de parents sont finalement ultra protecteurs. Est-ce que c'est un problème? C'est un problème. Oui, bien sûr, Candice, parce que ce n'est pas protecteur d'être surprotecteur. À partir du moment où on est surprotecteur, c'est exagéré, c'est excessif, et finalement, on retire autant de pouvoir à l'enfant. Un enfant, pour se construire, pour avoir une bonne estime de lui, pour se sentir puissant, il a besoin de se confronter à suffisamment de risques, à suffisamment de dangers. C'est lorsque, waouh, j'ai réussi à plonger, waouh, j'ai réussi à grimper sur cet arbre, on peut être fier de soi. Or, si notre parent nous surprotège, eh bien, on ne peut jamais, ça fait, voilà, surprotection, c'est ça, comme ça. Et du coup, je ne peux pas, moi, me sentir fort. On a besoin de tomber et d'apprendre à se relever beaucoup plus qu'on a besoin de jamais tomber. Nous, les parents, on est là, on voudrait que notre enfant soit tout le temps heureux, que tout le temps il réussisse, que tout le temps tout marche bien. Mais d'une part, c'est irréaliste. Et d'autre part, si c'est ça, notre enfant va devenir fragile. Il va devenir, il ne peut pas construire le sentiment profond de sécurité intérieure et de confiance en ses compétences et de confiance en lui. On est tellement dans cette surprotection qu'on aide nos enfants au maximum. Même déjà au square minuscule, au lieu de les laisser galérer devant le toboggan et essayer de grimper, il ne peut pas y arriver, eh ben, on va monter l'enfant au toboggan puis on le fait le glisser nous-mêmes. Mais du coup, il n'apprend pas ce qu'est le danger et pas le danger. Et je l'ai fait, hein, bêtement. Je l'ai fait. Et le jour où mon fils de 4-5 ans s'est jeté comme ça dans les bras de son père, qui n'était pas prévenu, qui dit, mais heureusement, l'a rattrapé au dernier moment, mais lui a dit, mais Adrien, pourquoi tu sautes comme ça? Il dit, mais je savais que tu me rattraperais. Pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. Et en fait, il pouvait prendre des risques exagérés parce qu'il n'a C'est pas clair. appris au fur et à mesure. Et ça, j'ai vraiment appris en Norvège aussi, en voyant dans les crèches et les écoles dans la forêt, comment les enfants apprennent petit à petit. Jamais un Norvégien ne va aider un enfant. L'enfant, il se construit et du coup, il ne va jamais au-delà de ses capacités. Il ne se retrouve pas en haut d'un arbre à dire «Papa, comment je redescends?» L'araignée, je revois mon Voilà. fils en haut de l'araignée qui nous appelle en panique parce qu'il ne peut pas redescendre, effectivement. Et mon mari qui va le récupérer parce qu'il est mort de trouille. Et oui, mais et comment? C'est probablement parce qu'on l'a aidé à monter au début. Sinon, Non, il avait été tout seul. ah, Il était mais très fier d'être il a arrivé tout monté, seul. redescendre, monter, redescendre. C'est-à-dire qu'au début, quand un enfant ne sait pas qu'on va l'aider, il fait attention. Il va monter, redescendre, il apprend à redescendre autant qu'il apprend à monter. En fait, en tout cas, nous, c'est ce que nous avons besoin de faire. C'est accompagner l'enfant plutôt que l'aider exagérément ou le surprotéger. C'est l'aider à savoir de quoi je suis capable. Et donc, s'il nous dit «Maman, j'arrive pas à ça», au lieu de l'aider, on va dire ben, «De quoi tu as besoin pour savoir que tu peux le faire?» Et donc, on va guider. Ou tu peux mettre ton pied là, ou expérimente si tu mets ton pied là, si tu mets ta main là. Et maintenant que tu es arrivé là à 3-4 trucs là, vois comment tu peux redescendre. Et on lui enseigne. Et on lui permet de sentir et qu'il ait toutes les compétences. C'est-à-dire que notre job de parent, d'adulte, c'est d'accompagner et de vérifier qu'il développe les compétences en rythme, mais pas de trop aider. Euh, une autre, un autre problème avec la surprotection, c'est qu'on est devenu tellement surprotecteur, de manière sociale, hein, sociétale, c'est qu'au lieu de laisser nos enfants dans la forêt, grimper à des arbres, se mettre des échardes et compagnie, qu'est-ce qu'on va faire? On leur fait des plans, des petits squares super domestiqués, avec un espèce de revêtement du sol, malheureusement, souvent plein de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire extrêmement dangereux pour leur cerveau. Mais on considère qu'il y a moins de risques parce que s'ils tombent,
ils se font pas d'égratignure. Mais en quoi une égratignure est moins grave qu'un cerveau abîmé par les perturbateurs endocriniens? Bon, heureusement, ils n'y restent pas trop longtemps parce que ce genre de square n'est pas très intéressant. Par contre, ce qui se passe dans ces squares, étant donné qu'il y a ce sol, il y a des agrès, alors oui, ils montent à l'araignée, ils montent, ils font les choses qui leur sont proposées, mais ce qu'on peut observer, c'est que les enfants se battent beaucoup. Ils font le truc là, hop, et je me balance et je me balance. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Sauf si il y a un autre enfant qui veut le même. Et donc, ça devient plus un jeu de compétition entre enfants, mais en réalité, chaque objet, ils le prennent. Alors, hop, je le lâche, l'autre vient dessus, il fait 3 fois, et hop, il va sur un autre. En fait, on s'ennuie vite sur ces objets. Sur un arbre, on ne s'ennuie jamais. Dès qu'on est dans le vivant, dès qu'on est en contact avec la nature, on ne s'ennuie pas. Et là, les études le montrent et l'expérience le montre. Quand on est dans la nature, j'étais fascinée. On a fait un voyage d'études en Norvège et on a été visiter une crèche dans la forêt. C'est impressionnant. Il y a un enfant qui crie. On l'entend à peine puisque le cri va partout. Tandis qu'un enfant qui crie dans une cour ou même dans un square, on l'entend de partout, ça résonne. Parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a des structures, parce qu'il n'y a pas assez d'arbres, il n'y a pas assez de choses qui absorbent. Dans la nature, il n'y a quasiment pas de conflit. Et eux l'ont observé, les conflits se régulent. Dans ces crèches dans la forêt, puisque eux sont dans ces crèches jusqu'à l'âge de 6 ans, ils ne rentrent pas à l'école avant 6 ans, donc ils sont là, comme nous, nos écoles maternelles, ils jouent. Quand il y a un petit conflit, comme ils sont libres dans la nature, hop, ils partent, puis ils reviennent. Mais du coup, la gestion des conflits est complètement différente. La voix ne monte pas et ça passe très rarement aux mains. Donc c'est vraiment intéressant de voir l'impact de l'extérieur parce qu'on veut protéger nos enfants, on veut qu'ils soient en intérieur, en cage quelque part, j'exagère, mais bon, voilà, on les met dans des situations où on peut contrôler. Mais à force de trop contrôler, on les prive d'expérience et finalement on les met dans des situations où souvent ça va exacerber leur système sensoriel et déclencher plus de problèmes qu'on espérait. Mais justement, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de problèmes scolaires. Nos enfants ont de plus en plus de mal. À quoi est-ce dû? C'est vraiment nouveau parce que quand on parle par exemple du système finlandais où ils sont beaucoup dehors, ils peuvent s'installer partout pour bosser, ils n'ont pas de contrainte de rester assis et finalement ils ont des meilleurs résultats que nous. Donc, tout à fait. Est-ce que, voilà, comment on peut éventuellement ramener ça en France? Parce que, bon, alors, c'est très différent, hein, on n'est pas sur le même système de base, mais on se dit, waouh, eux, ils y arrivent, pourquoi nous, on n'y arrive pas? C'est quoi le problème? Alors, déjà, pour faire un deuil, il n'y a pas un problème. Et donc, il n'y a pas une solution miracle. C'est clair que c'est tout un système, toute une culture finlandaise, toute une approche de l'enfant, où on regarde l'enfant. Un enfant finlandais n'est jamais puni. L'idée même de punition n'effleure pas un Finlandais. Ça, c'est dans leur culture, en fait. C'est dans leur culture. Donc, pour nous, c'est stupéfiant. Bah, nous, un parent français à qui on dit on punit pas, il se dit mais alors je fais quoi? Je fais rien. On ne sait pas quoi faire. Voilà. C'est comme si du coup on était démissionnaire. Parce que comme si c'était la seule solution possible. C'est culturel. Donc déjà, il y a ça. Le fait qu'un enfant finlandais, son parent ou l'adulte est un ami. C'est quelqu'un qui va l'aider, c'est quelqu'un qui va l'accompagner, c'est quelqu'un qui va lui fournir des ressources. Et donc l'enfant finlandais va, s'il a un problème, va naturellement vers l'adulte pour lui demander de l'aide, un accompagnement, un éclairage, etc. Il n'y a pas ce conflit comme l'adulte est un ennemi qui me surveille, qui me contrôle, etc. Donc déjà, ça, c'est une différence. Toute la pédagogie est différente. Les enfants finlandais ne sont pas assis. Enfin, on est en France, le pays où les enfants sont le plus longtemps assis par jour. Et on sait que le fait d'être assis diminue par 2 le flux sanguin voilà, dans les jambes et donc dans le cerveau. Donc on empêche en fait,
lorsque les enfants sont sur des bureaux debout, donc des bureaux où ils ont des bureaux à hauteur, et donc ils sont souvent debout ou assis un tout petit peu sur des chaises hautes, ils gagnent 7 minutes de concentration par heure, et donc ils sont plus concentrés, ils augmentent leurs notes notablement, ils réussissent mieux parce que le cerveau est davantage oxygéné. Donc nous, on rend difficile, mais même les Finlandais ont quand même aussi, il y a quand même une baisse de niveau parce que ça, c'est mondial. Et qu'est-ce qui se passe au niveau mondial? Euh, Quelque chose d'assez dramatique, c'est que, parce qu'on n'a quasiment pas de pouvoir là-dessus, c'est l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on en parle beaucoup, le bisphénol A, les phtalates, parabènes, tout ça, mais on ne réalise pas l'impact que ça a. Perturbateur endocrinien, ça veut dire que ça perturbe les glandes endocrines, et notamment la thyroïde. Or, la thyroïde, c'est ce qui nous permet de grandir, mais c'est ce qui nous permet aussi de développer notre mental. Quand la thyroïde était très basse, les problèmes graves de thyroïde, ça donnait le crétinisme. Donc, aujourd'hui, les spécialistes de la thyroïde disent ce qu'ils mesurent, c'est que nous sommes vraiment en gros déficit d'iode pour la plupart d'entre nous. Notre thyroïde peine de plus en plus. Il y a de moins en moins d'hormones thyroïdiennes et du coup, le signal thyroïdien est moins fort et nous observons une baisse des capacités logiques de 2 ans. C'est énorme, 2 ans. Ce qui est énorme sur toute une génération, c'est considérable. Et Oui. il y a une nouvelle étude là sur l'orthographe aussi. Il y a quelques jours, j'ai vu ça aussi, pareil, qu'on avait encore baissé sur l'orthographe, pareil, de 2 ans. Alors, c'est toujours multifactoriel, mais les perturbateurs endocriniens sont une donnée qu'on oublie trop souvent. On a tendance à accuser, c'est la méthode globale, c'est la méthode ceci, c'est la méthode cela. Il est évident que pour l'orthographe, l'apprentissage avec les écrans, etc., tout ça pose des soucis et va aggraver des problèmes. Mais ce n'est pas le seul problème. On a aussi besoin de regarder la réalité qui est que ces perturbateurs endocriniens sont partout dans notre environnement, partout dans l'environnement à la maison. Là-dessus, on a un petit peu de capacité à jouer, mais l'eau dans laquelle que nous buvons, tout cela, c'est partout. Oui, j'ai lu, il y avait même dans l'eau minérale, on trouve plein de choses qui sont vraiment pas Dans les bonnes. bouteilles en plastique, hein, Voilà. les bouteilles en plastique qui parfois sont stockées dehors, à l'extérieur, avec le soleil qui tape dessus, donc plus de 50 degrés, etc. On met parfois des emballages plastiques, des Tupperware dans la machine à laver qui montent à plus de 50. Et dès qu'on met à plus de 50, hop, on libère plein de perturbateurs endocriniens dans l'eau. Et ça aggrave tout le système. Donc mieux vaut éviter. Donc voilà, il faut faire attention. Alors comment on fait concrètement pour faire attention à tout ça? Déjà, on fait attention à regarder tous nos cosmétiques, les jouets, les textiles, les emballages plastiques. On regarde les étiquettes et on vérifie qu'on achète des choses sans BPA, sans bisphénol de toute façon et sans perturbateurs endocriniens. Il y a de plus en plus d'éléments qui nous permettent il faut regarder en fait sur les emballages. Voilà, les perfluorés, les parabènes dans les cosmétiques, même les couches et les lingettes, c'est important de faire attention. Parfois dans les jouets. Donc aujourd'hui, il y a quand même des étiquettes et on peut voir garantie sans perturbateurs endocriniens, etc. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin de faire attention. Le PET recyclé, ça veut dire, si c'est recyclé, ça veut dire que c'était avec des perturbateurs. Donc, on a forcément un certain nombre de perturbateurs. Donc, à ce moment-là, on fait attention à ne pas le chauffer à plus de 50 degrés. Et l'alimentation, c'est pareil du coup, ça doit jouer. Ce que nous mangeons a beaucoup d'influence, hein, et donc on regarde les étiquettes là aussi. Et dès qu'on voit trop de quelque chose, qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est plus de la nourriture. Hein, donc nous avons vraiment... Dans les colorants, vous voulez les dire? colorants, les exhausteurs de goût, tous ces texturants. En fait, il y a énormément de produits chimiques dans notre alimentation pour que nous continuions d'acheter. C'est l'addiction en fait. Et voilà. Ah bah c'est bien fait. Voilà, quel est l'intérêt des industriels? Ça n'est pas de nous nourrir pour que nous soyons en pleine santé. Hein. Surtout que
Nombre d'entre eux possèdent aussi des laboratoires qui vendent ensuite les médicaments qui vont permettre de nous soigner. Mais bon, clairement, l'intérêt des industriels est que nous mangions de plus en plus. Et donc, ils ont tendance à augmenter les quantités de sucre jusqu'à ce que la loi réussisse à réguler, à augmenter les quantités de sel pour on ait soif et que du coup on boive un peu plus. Bref, eux sont plus dans faire la consommation. Dans une baguette de pain achetée dans un supermarché, vous pouvez avoir jusqu'à 115 produits chimiques. Donc, mieux vaut acheter des produits où il y a le moins possible de chimie dedans. Ça va être plus nourrissant et donc finalement moins cher au bout du compte, même si ça a l'air d'être plus cher à l'achat. En réalité, c'est plus économique sur la durée et surtout, ça garantit une meilleure santé et une meilleure santé émotionnelle. Parce que la quantité de sucre que mangent nos enfants, mais aussi de tous les produits inflammatoires, les protéines inflammatoires qu'on peut manger qui sont inflammatoires, ça veut dire qu'ils créent de l'inflammation. Donc tout le monde ne s'enflamme pas, tout le monde n'est pas intolérant au gluten ou au caséine du lait, mais certains enfants le sont et donc on a à être attentif à ça. Et c'est intéressant de mesurer qu'il va y avoir un impact et que c'est un impact pas seulement sur la santé biologique, physique, mais sur la santé émotionnelle aussi. Lorsque vous avez un corps plein d'inflammation, vous n'êtes pas très bien dans votre corps. Donc du coup, vous avez tendance à hyper réagir, vous avez tendance à partir en fureur, à faire des crises, etc. Et lorsque dans une école, ils ont diminué notablement le taux de sucre à la cantine, rien qu'à la cantine, ça a changé complètement, et c'est une étude qui a été faite quand même sur 400 000 enfants aux États-Unis, ce n'est pas des petits chiffres, ça réduit de manière incroyable tout ce qui était comportement exagéré, déviant, comportement d'agressivité, incivilité scolaire, etc. Et ça, ils ont augmenté les capacités de concentration et les résultats scolaires. Donc, oui, bah, peut-être on pourrait diminuer un petit peu les taux de sucre dans ce que nous donnons à manger à nos enfants. Et c'est vrai qu'on parle souvent voilà, d'enfants rois, hein, voilà, est-ce que souvent il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est un problème de limite, un problème d'autorité que les parents ne mettent pas. Vous êtes d'accord, vous, avec tout ça? Le risque qu'un enfant devienne un enfant roi si on ne lui pose pas de limite est issu de la psychanalyse qui a un modèle du monde dans lequel on décrit qu'un enfant vient au monde avec des pulsions et des pulsions perverses polymorphes. Ce sont les mots de Freud. Et donc, il est nécessaire, puisqu'on a cette conception que l'enfant vient avec des pulsions perverses polymorphes, du coup qu'il s'agit de stopper ces pulsions pour qu'il devienne un adulte responsable. C'est logique dans le système. Et si on ne pose pas des limites à un enfant, ils utilisent ce terme de poser des limites, qui n'est pas français, hein, mais c'est un terme psychanalytique, donc je pose des limites à l'enfant, du coup il se confronte à cette limite, et la castration que nous imposons lui permet de grandir et donc d'intégrer le principe de réalité. Et que s'il n'intègre pas ce principe de réalité, il va être dans la toute-puissance, et du coup, dans cette toute-puissance, il va se croire roi, et c'est ça l'idée de l'enfant roi. Oui, mais grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui quand même que ça n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, oui. c'est qu'un enfant ne vient pas au monde avec des pulsions, mais il vient au monde avec des besoins. Et c'est un angle complètement différent, et notamment, l'enfant vient au monde avec un savoir-faire inné de tisser de la connexion. Un enfant va chercher, un bébé tout petit va chercher la sécurité, va chercher la connexion avec une figure d'attachement, et ses réactions sont fonction de ses besoins. J'ai faim, je le manifeste, j'ai soif, j'ai froid, je le manifeste, je manifeste ce que je vis et je crée et je montre mes besoins de connexion et mon besoin d'exploration. Donc un enfant vient au monde avec des besoins et nous, adultes, plutôt que de lui poser des limites,
Nous avons à lui fournir un cadre qui va lui permettre de développer ses compétences. Un cadre qui va lui permettre d'explorer, d'aller prendre des expériences, se nourrir d'expériences et se nourrir de connexions. On sait aujourd'hui que le cerveau se construit grâce aux interactions avec les adultes et les autres personnes et avec les animaux, avec tout l'entourage et l'interaction avec les explorations dans l'environnement. Alors c'est quoi enfin, vous parlez de fournir un cadre et non pas de le poser, c'est quoi la différence? En fait, j'ai j'ai un grand-père académicien qui était président des 5 académies et une grand-mère qui surveillait mon français de manière très stricte. Et donc, la langue française est importante pour moi. Le mot poser un cadre n'existe pas en français, donc c'est pour ça tout Ah simplement. oui, d'accord, Et c'était donc, pas une notion. et je dis fournir ou proposer ou définir un cadre. On définit un cadre, ça c'est du français. Poser un cadre, ça, je ne comprends même pas le sens, quoi. Donc au niveau français, ça ne tient pas la route. Après, pourquoi est-ce qu'on a construit cette idée de poser des cadres, poser des règles? C'est dans cette dynamique autoritaire. Je pose quelque chose et l'enfant doit s'y conformer. Et du coup, c'est une terminologie qui a été utilisée pour supporter tout un système autoritariste qui n'est pas celui dans lequel je m'inscris. Et donc, en revanche, un enfant a besoin de règles. Tous les enfants, d'ailleurs, adorent les règles. Oui, ils aiment les manipuler, ils aiment les faire respecter. Ah, mais c'est pas la règle, là. Et donc, voilà, utilisons ça. Et donc, par contre, des règles, et non pas un cadre rigide, mais des règles qui permettent la vie en commun. Et des règles qui sont suffisamment souples et surtout qui sont pertinentes, qui sont appropriées aux situations. Il y a des règles pour chez mamie qui ne sont pas forcément les mêmes règles qu'à l'école, qui ne sont pas forcément les règles pour chez papa et qui ne sont pas forcément les règles chez maman quand les parents sont séparés. Donc les règles, c'est comme les règles d'un jeu de société. Chaque set de règles va permettre un jeu différent. Et donc dans chaque jeu, on va avoir des règles spécifiques. Une règle fonctionnelle, c'est une règle qui va permettre, c'est une règle qui va favoriser un jeu, qui va permettre une exploration et non pas qui va limiter. Donc pour moi, il y a une opposition un peu entre des limites et des règles. Les règles, elles structurent. Les limites, ben, le mot limite, quoi, personne n'aime les limites hein, en plus. Puis dès qu'il y a une limite, je la regarde, je cherche à la franchir, etc. Forcément. Donc voilà, c'est... Mais surtout avec les adolescents, c'est un problème. Bah justement, par exemple, il y a une banalisation aujourd'hui de la pornographie, de la violence. Quel est le rôle à jouer là, des parents? Alors déjà, un rôle social, c'est-à-dire que l'exposition à la pornographie sur Internet, elle est de notre responsabilité à nous, les adultes. C'est nous qui permettons et qui n'exigeons pas suffisamment de nos gouvernements que ce soit régulé. Ils savent faire. Ils savent traquer le moindre mouvement de nos yeux sur les écrans. Ne me dites pas qu'ils ne pourraient pas réguler un peu tous ces contenus pédopornographiques, souvent même pornographiques. Donc, ce serait possible s'il y avait une volonté. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Très probablement que c'est de l'argent qui est en jeu là-dedans. Et donc, du coup, on ne fait pas suffisamment attention. Nous avons à limiter l'exposition des enfants. Un enfant sur 3 a déjà vu une vidéo porno à 12 ans. 1 sur 10 en a déjà vu à 11 ans. Ces statistiques datent d'il y a 3 ans. Et ça s'est aggravé. Ça s'aggrave tous les jours. Oui, Anne-Lise Ducanda nous disait justement lors de l'émission sur les écrans que c'était à 9 ans maintenant. C'est ça. La première exposition est à 9 ans. C'est l'âge moyen de la première exposition. Et il y a des enfants de 5 ans qui sont déjà addicts au porno. Et donc, c'est vraiment important de le mesurer. C'est 0,2%, mais c'est déjà 0,2% de trop. Comment un enfant de 5 ans peut déjà être addict? Ça, malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui mesurer ce que les adultes que ces enfants d'aujourd'hui vont devenir, en fait. On n'a pas de recul. On n'a pas de recul. Donc, mais on n'est peut-être pas obligé d'attendre d'avoir du recul pour limiter ça. Donc là, oui, nous avons à faire quelque chose, à être vraiment très attentifs et à suffisamment en parler. Déjà, à ouvrir nos yeux. Simplement dire à notre enfant, je t'interdis de regarder ça, ça ne marche pas.
Bah, Parce le que cerveau, il y a un biais de négativité qui fait que le cerveau, il va entendre déjà, «Regarde ça!» c'est ça. Ça donne envie, quoi, surtout si on est adolescent. Mais nos enfants vont pas forcément être là-dedans, mais surtout, ils vont y être exposés par force, par un Oui. copain, ça arrive sur l'ordinateur, voilà. Et après, le problème, c'est qu'ils sont piégés avec leur cerveau. C'est-à-dire que les images d'aujourd'hui sont tellement effroyables, effarantes, dégoûtantes, que l'enfant est révulsé la première fois. Et le souci, c'est que le cerveau, du coup, il tourne à vide. Là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et je suis comme obligée, je suis fascinée. C'est-à-dire que ce truc absolument horrible, je suis obligée de le regarder. Je n'arrive pas à détourner mes yeux. Et si je détourne mes yeux, je continue de l'avoir dans les yeux. Parce que je ne peux pas donner sens. Quand j'ai 2 ans, 5 ans, 10 ans, 9 ans, je ne peux pas donner sens à ce que je vois. C'est trop horrible, surtout que la pornographie d'aujourd'hui, c'est pas du tout la pornographie d'il y a 10 ans, hein, Ah non, même d'il y a nous, 5 sur ans. RTL 9 à l'époque, c'était bien les petits films. Effectivement, c'était pas la même chose, hein, on est Je d'accord, je hein. ne sais pas ce qu'il y avait sur Ben RTL non, mais 9, c'était mais il y avait j'ai pas de films pornographie, c'était des films érotiques, tout était suggéré. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, nos enfants sont confrontés à des choses qui sont extrêmement difficiles à voir pour eux et et où qui la est femme est au pas du tout ah, pas du respectée. tout, et c'est au-delà de la pornographie. C'est-à-dire que le problème, c'est que les plateformes qui vendent la pornographie, qui l'exposent, ne vendent pas en réalité de la pornographie, mais des vues, la quantité de vues et des données. Et du coup, ils ont besoin d'avoir de plus en plus de données, et donc ils ont besoin de maintenir le regard des gens sur. Donc, ils ne vendent pas de la pornographie, ils vendent du drame, ils vendent de l'effarambe, le plus effroyable possible. Ils se font un concours entre eux pour réussir à avoir le plus de gens qui restent les yeux figés dessus. Et notre problème, c'est que quelque chose de trop doux, on s'habitue très vite et du coup, on zappe, on s'en va. C'est-à-dire que regarder, par exemple, un couple faire l'amour de manière harmonieuse, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire, ça nous intéresse, mais on passe. Tandis que si on voit un truc vraiment horrible, alors on est tellement choqué que du coup, on regarde. Et on a comme besoin de regarder. Et donc le cerveau de l'enfant, surtout un enfant qui n'est pas prévenu de ça, hop, il va revenir dessus. Et il y avait un témoignage poignant d'un enfant de 9 ans qui disait qu'il avait été exposé à une... il voyait des images absolument horribles. Et donc il a dit, ça m'a donné envie de vomir. Mais après, je n'ai pas pu m'empêcher d'y retourner. Il fallait que j'y aille. Et donc, il est retourné sur l'image, il est retourné sur l'image. Il dit, à force de regarder, c'est devenu de plus en plus agréable. Et maintenant, j'en ai besoin. Et c'est vraiment important de ne pas culpabiliser un enfant comme ça, parce qu'il vit ça simplement parce que finalement, son cerveau a pris le pouvoir sur lui. C'est tout le principe de l'addiction en fait, hein. C'est le principe de l'addiction. Et donc ça, notre responsabilité d'adulte, on voit bien que ça n'est pas mettre une limite aux enfants que nous avons besoin de faire, c'est nous mettre une limite à l'accès des enfants à ce genre de contenu. Et donc, c'est vraiment de notre responsabilité de faire en sorte que ce ne soit plus possible. Et puis de parler avec eux en fait aussi. Et parler Parce avec que souvent, on sait que les les enfants et équiper. les ados arrivent à déjouer les contrôles parentaux. Enfin, on sait hein, qu'ils sont plus forts que nous hein, à ces C'est ça. petits jeux-là. Donc, le plus important, c'est aussi d'en parler, de dédramatiser peut-être certaines situations. Alors, dédramatiser, je ne dirais pas, parce que ça me paraît important de ne pas dédramatiser, c'est-à-dire de montrer que c'est dramatique quand même, qu'ils Quand le je parlais de mesurent. dédramatiser, c'était par exemple, bon, moi j'ai des enfants qui sont en pleine adolescence et qui se posent plein de questions. Quand on parle de faire l'amour, on parle Ah oui, je dédramatise ça en fait. Je sors d'accord. Oui, ce côté justement très sexuel où ils vont rigoler, où ils vont c'est naturel tout ça. Par oui, contre, ce qui sauf ne que, l'est pas, attention, ce qu'ils voient sur Internet n'a c'est pour rien ça. de naturel du C'est ce tout. que je leur Et explique. donc, ce qui me paraît important, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre avec ma fille sur un livre d'éducation sexuelle à destination des adolescents, pour dénoncer et pour donner des informations claires, nettes sur ce qu'est la sexualité, mais aussi dénoncer les trucages du porno. Parce qu'en fait, les enfants ne sont pas du tout conscients que c'est plein de trucages. Ils voient un film d'action à la télé, un gars qui se jette du 18e étage, qui fait des roulades et qui rebondit sur une voiture, etc., ils ne vont pas essayer. Mais ils voient des images et des pratiques sexuelles sur l'écran, Mais ils ont l'impression que c'est vrai.
ils essayent. Et malheureusement, ils imitent. Parce qu'ils croient que c'est comme ça que ça se fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier rapport d'un enfant est souvent un rapport anal. Et ça, c'est pas tout à fait normal. Et donc, c'est pour ça que c'est important de dénoncer la manière dont le porno est fait et construit. Et souligner que ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça n'a même pas tellement à voir avec la pornographie. Ça a à voir avec accumuler des données et enrichir les plateformes. Alors on le sait, hein, les parents veulent bien faire. D'ailleurs, il y a un vrai retour aux sources hein, actuellement. Mais pour autant, on ne peut pas tous vivre dans un environnement idéal, hein, à la campagne. Alors comment on fait pour déculpabiliser quand on est parent? Déculpabiliser. Avant de se déculpabiliser, j'irais d'abord se responsabiliser. En fait, pour se déculpabiliser, la meilleure façon est probablement de se responsabiliser. Et se responsabiliser, c'est ouvrir les yeux et faire avec ses enfants. Regarde-nous un peu ce que tu regardes. Je veux regarder avec toi. C'est la plupart des choses publiques. Alors, on ne va pas aller sur l'intimité de l'enfant, évidemment. Mais en même temps, on a besoin de regarder, de jeter un œil, surtout s'il est jeune, sur les différentes choses qu'il regarde. Souvent, il y a un historique sur les appareils. C'est important de regarder ce qu'il a vu, ce à quoi il a été exposé. Et comme vous le disiez, Candice, de en parler, oser en parler. C'est pas confortable de parler de sexualité avec nos enfants et c'est normal que ce soit pas confortable et c'est pas forcément à nous les parents de parler de sexualité. Demandons aux oncles, aux grands-parents, aux amis de la famille, aux enseignants d'en parler. D'autres adultes peuvent en parler. C'est toujours gênant de parler de sexualité avec ses enfants et c'est normal que ça le soit. C'est pas approprié de parler vraiment beaucoup de sexualité. Bien sûr. Mais voilà, dénoncer quand même les stratagèmes du porno qui ne se mettent pas à croire que c'est la vérité. Là, quand je parlais de déculpabiliser, c'était vraiment le retour aux sources des parents qui vivent dans un environnement, par exemple, moi je vis en appartement, j'ai pas d'endroit où mes enfants peuvent aller jouer dehors. Bon ben voilà, comment je fais pour me dire, bon c'est pas si grave, j'essaye de faire au mieux et essayer d'apporter le maximum de ce que je peux. Mais oui, c'est ça. j'ai un environnement qui n'est pas forcément idéal. Et puis il y a plein de parents qui vivent dans des environnements qui ne sont pas forcément faciles. Oui, mais voilà, du coup, je n'irai pas vers se déculpabiliser, j'irai vers se responsabiliser, c'est-à-dire réaliser, ok, je vis en appartement, donc c'est absolument nécessaire que toutes les vacances, ils soient dans la forêt, ils soient à la mer, la nature. Et du coup, choisir les moments où on peut aller dans la nature de manière plus importante. Et plutôt que de passer le week-end dans le centre commercial, eh ben, le week-end, c'est à la campagne. Et on cherche à trouver des façons de réintroduire la nature. Parce que maintenant, on le sait, l'apport de la nature est phénoménal. Ce n'est pas juste les bobos qui vont dans la nature, le retour. Non, maintenant la science nous le montre. Nous avons besoin de ce contact avec la nature parce que ça permet une meilleure intégration sensorielle, ça permet une meilleure santé. Au Japon, dans toutes les crèches, il y a des parcs à boue. Il y a des zones où ils ont de la boue. Et dans tous les squares, il y a des parcs à boue. Ça nous manque, ça, des parcs à boue chez nous. La boue, c'est ah ouais, il faut pas la boue. Clair. Mais il y a dans la boue une bactérie. Donc, une bactérie qui, Bifidum vaccae, je crois, qui permet d'augmenter l'immunité et qui rend joyeux. Ça déclenche la sécrétion de sérotonine et de dopamine. Et c'est pour ça que quand on tripatouille la terre, et on le fait même pour les personnes âgées, dans les EHPAD, on leur propose de faire un peu de jardinage parce qu'on a constaté que ça leur faisait du bien. Mais en fait, c'est parce qu'il y a cette bactérie dans la terre. Et plus on manipule la terre, plus on est en contact avec cette bactérie, plus les petits-enfants en mettent dans leur bouche et un petit peu partout, plus ils sont heureux et ils vont développer leur cerveau. Donc, bon, le stérilisateur, non. Donc, on est bien d'accord. Alors, je vous propose qu'on voit un petit peu ce que les parents nous ont posé comme question. Alors, mon fils me parle très mal, me répond sans cesse et s'oppose systématiquement à ce que je dis. Je ne sais pas comment faire. Dois-je le punir et comment?
Lauriane, maman de Théo, 10 ans. Alors c'est vrai, on parlait tout à l'heure des punitions. Bah, l'ancien temps, c'était clairement les punitions. On va au coin, file dans ta chambre. Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette maman du coup de Avec 10 ans? un enfant qui parle très mal, qui répond sans cesse et qui s'oppose systématiquement, le punir, ça va probablement aggraver les problèmes. Il a 10 ans. À 10 ans, on commence déjà à être attentif à son statut social. Le statut social, un garçon, il l'obtient en s'opposant à ses parents, en s'opposant aux adultes. Plus un adolescent et un jeune va s'opposer, À excusez-moi, vos souhaits? plus un enfant de cet âge-là va s'opposer aux adultes, plus il gagne du galon face aux autres. Donc en public, c'est pour ça que très souvent, nos enfants nous parlent mal et nous répondent, encore plus quand il y a des copains présents. C'est biologique en plus, non seulement il a besoin d'assurer son statut social, mais à cet âge-là, il commence à rééquilibrer différemment son système d'attachement et au lieu d'être sécurisé par son parent, il va être sécurisé par la présence de ses pairs. Donc il voit ses copains, il voit hop et il s'accorde sur ses copains. La simple présence de sa maman en présence d'un copain déclenche le système de stress. C'est intéressant de le savoir, parce que du coup, on comprend pourquoi il est si désagréable en présence de ses copains avec nous. Il nous renvoie là-bas. Donc là, on sait, ah ok, il se passe quelque chose dans son cerveau. Ça ne veut pas dire qu'on va le tolérer. Hein. Et puis quand c'est à la maison, du coup, et qu'il n'y a pas de père autour qui sont en train de le regarder? Alors, soit c'est parce que moi, adulte, je me suis opposée, ou je lui ai donné un ordre, par exemple. Parce que s'il s'oppose systématiquement, c'est que j'ai probablement dit quelque chose. C'est-à-dire que si je dis, je sais pas moi, et si on allait au cinéma, vous pouvez répondre oui ou non, mais si je te dis tu vas au cinéma, c'est un ordre. Ou Au niveau du cerveau, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Ça ne se passe pas de la même façon. Or, nous avons pris l'habitude, enfin, surtout les Français, on donne énormément d'ordres, on contrôle énormément les enfants. Parce qu'on en a eu nous aussi, en fait. Enfin, on reproduit un schéma, Bien finalement, sûr. on ne sait pas comment faire autrement. Et du coup, je me sens contrôlée par mon parent. Or, j'ai 10 ans. Dès 9 ans d'ailleurs, 9 ans, on va commencer à mentir, à chercher à se construire une personnalité individuelle. Donc, il y a énormément, les enfants de 9 ans mentent presque tous pour se construire une image et pour commencer à avoir une individualité. À 10 ans, on veut vraiment être soi-même, quoi. Donc, si le parent y va avec trop de contrôle, on va se rebeller. Donc, la première question que j'ai besoin de me poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment moi je communique avec mon enfant? Et est-ce que j'ai suffisamment de connexion? De manière générale, s'il parle mal, qu'il répond, c'est que ça manque de connexion. Donc c'est la première chose que je vais faire. Je vais trouver des moyens de jouer avec l'enfant, de câliner, d'avoir des moments ludiques, sympas, etc. Donc j'oublie tout ça dans un premier temps et je retisse de la connexion parce que je me dis, la première chose, c'est qu'il manque la connexion. S'il y a une bonne connexion, l'enfant, il nous respecte. Il fait qu'il nous respecte. Nos parents pensaient que c'était la peur. Ma grand-mère disait ça. Avant, on avait le respect parce qu'on avait peur de nos parents. Et elle associait le respect et la peur. Le respect, c'est pas... Non, la peur n'est pas du tout du respect. La peur, c'est de la peur. Donc, nous ne voulons pas que notre enfant ait peur de nous. Nous voulons qu'il nous respecte. Et le respect, c'est mutuel. On respecte quelqu'un qu'on aime, quelqu'un avec lequel on se sent en connexion. Donc, typiquement, un enfant qui nous parle mal, c'est un enfant qui est déconnecté. Donc, je l'aide à se reconnecter. Mais l'autre chose qui peut expliquer ça, parce que c'est toujours important de voir que tout est souvent multicausal. Et souvent, nous, on s'accroche à une solution. Il y a une cause. Non, c'est souvent multicausal. C'est pour ça que c'est plus complexe, la parentalité positive, que la parentalité autoritaire. Parentalité autoritaire, si je mets des limites, paf, c'est tout de suite clair. Mais non, la parentalité positive, c'est chercher la cause, et il y a toujours plusieurs causes à quelque chose. Peut-être que quelqu'un lui parle mal. Peut-être qu'il a vu un de ses copains
Peut-être mal que ses répondre. parents se parlent mal. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir plein de causes, en fait. Et il peut être dans la reproduction, Il ou peut il être peut dans être la dans reproduction. l'imitation, il peut être dans la confrontation. Et c'est compliqué quand on est face, enfin, sur le moment même, en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est que bah, quand un enfant nous répond mal, à ce moment-là, effectivement, on a envie de répondre nous aussi. Mais dis donc, tu me parles pas comme ça. Ou, Sauf que normalement, Candice, nous, on est des adultes. oui, mais on Donc, a nos émotions aussi. Ça, on est touché. ben, Nous aussi, on est touchés. c'est un problème. Parce que, en fait, ça montre que nous n'avons pas développé suffisamment de maîtrise de nos émotions. Nous ne sommes pas capables de réguler nos émotions. Et on se met au même niveau que l'enfant. Mmh. Mais Il ça nous arrive agresse, souvent, hein. waouh, il agresse en retour. Ça Je veux arrive dire, on souvent. a tous les deux 4 ans, là. Non, on est l'adulte. Donc, si on est l'adulte, je respire si vraiment je sens que mon enfance revient un petit peu trop fort. Et puis, je suis le parent. Et je me rappelle que je suis le parent. Donc, la parentalité positive, c'est zéro tolérance. L'enfant m'agresse, zéro tolérance. Je ne vais pas le laisser m'agresser. Mais je ne vais pas non plus agresser en retour. Je suis l'adulte. Donc, je me tranquillise à l'intérieur, je m'en mets mon masque à oxygène, etc., pour être capable d'aller chercher. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour lui? Parce qu'il se passe, pour qu'il me parle mal, il se passe un truc. Il y a un problème. Tu te sens déconnecté de moi, tu as l'impression que je ne m'intéresse pas assez à toi, tu as l'impression qu'on n'est pas assez ensemble, ou bien c'est dur pour toi la séparation de tes parents, ou tu as vu quelque chose, il y a quelque chose qui s'est mal passé à l'école. On va chercher, on ne va pas laisser passer. Ouais, ok. Alors, ma fille veut choisir ses vêtements, je trouve ça très bien, mais pour autant, elle veut mettre des choses qui ne sont pas adaptées ni à la situation ou à la température extérieure. Dois-je la laisser choisir? Lina, maman de Louise, 4 ans. Alors, j'aime pas le dois-je. Il n'y a pas de il faut, on doit. Il n'y a pas de règle absolue, jamais. De temps en temps, oui, de temps en temps, non. Parce que, pour quelle raison est-ce qu'elle veut choisir ses vêtements? Alors, c'est naturel à 4 ans de désirer choisir ses vêtements. Mais peut-être elle pourrait, on peut, si vraiment systématiquement. Alors, d'abord, il y a un apprentissage. Et donc, peut-être on peut enseigner à l'enfant. Et donc, tu veux choisir tes vêtements? OK. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ses vêtements le matin? Première chose, on regarde le temps qu'il fait dehors. Tu regardes le temps? OK. Parmi tous tes vêtements, lesquels vont être adaptés à la température extérieure? C'est-à-dire que nous, on est l'adulte là encore. Et donc, nous avons à enseigner la construction de la compétence. C'est valable pour une enfant de 4 ans. Je peux vous assurer qu'avec mon fils de 13 ans qui ne veut pas mettre sa doudoune le matin, alors qu'il fait 0 dehors, c'est plus compliqué. C'est certain. Parce que lui me dit, mais maman, je sais, je n'ai pas froid, en fait. Oui. Et donc, il a 13 ans, il a davantage de graisse brune que vous n'en avez. Et donc, il est probablement, enfin la plupart des enfants, en tout cas des enfants sains, probablement ils mangent correctement à la maison, et donc pas trop de sucre, etc. Et du coup, il a davantage de graisse brune que de graisse blanche, et du coup, il régule mieux sa température. Les enfants ont une température plus élevée que nous et régulent beaucoup mieux. Presque, en plus, il y a un problème général, c'est que aucun autre enfant ne va avoir sa doudoune. Ils sont tous... Ah ben, on en parle avec les copines, on est toutes dans la même galère. Il n'y a aucun enfant qui veut mettre sa doudoune alors qu'il fait -2, quoi. Et oui. Alors, il la met, il la prend, hein. Il me dit, tu sais ce que je vais faire, maman? C'est pas grave, hein. Je la prends, effectivement. Et puis, je le vois rentrer avec Oui. autour de la taille. C'est ça. Et donc, on peut lui faire confiance s'il ne tombe pas malade. Alors oui, c'est ça, c'est qu'à partir de quel moment, en fait, bon, c'est encore le côté un peu ultra protecteur des parents qui ont, enfin, mais qui on ont est peur. ultra protecteur de manière exagérée. À partir du moment où tous les gamins sont dans le même truc, on peut se dire que, alors, il pourrait y avoir un challenge. Que quelquefois, c'est haha, toi, tu as besoin de ta doudoune, etc. Ils se moquent. À 13 ans, ils ont absolument besoin de répondre au groupe. Donc, il ne mettra jamais sa doudoune, ce serait humiliant pour lui. Donc, ça, c'est un problème social qui a donc besoin d'être traité à l'école comme problème social. Et donc, c'est important de le souligner aux enseignants pour qu'ils fassent des moments, des temps de parole où ils puissent échanger entre eux, les enfants, sur à quel point on se conforme à une norme sociale et est-ce que le fait de ne pas mettre de doudoune à l'extérieur
et c'est un problème social ou pas. Mais c'est quand même important de mesurer que la quantité de graisse brune sur les enfants sains est plus importante, ce qui fait qu'ils régulent leur température différemment. Ils n'ont réellement pas froid, d'autant qu'ils bougent davantage. Et finalement, mieux vaut qu'ils courent dehors, qu'ils soient plus exposés à ces températures sans la doudoune, plutôt que d'avoir la doudoune et de tomber malade. Voilà, de tomber malade. Et donc, s'ils tombent malades, effectivement, là, on pourra voir. Mais en général, ils ne tombent pas malades. Et c'est quelque chose auquel tous les parents sont confrontés depuis toujours. Je veux dire, moi, mes enfants, aujourd'hui, ils ont 27 et 28 ans. Quand ils étaient jeunes, j'avais le même souci. Je me suis posé les mêmes problèmes. Sauf que moi, j'ai cette recherche scientifique. Je me suis dit, bon, si tous les enfants ont ce truc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je suis tombée sur cette information qui est de la graisse brune et de la régulation de la température, qui n'est pas la même chez les enfants. Et donc, petit à petit, ça va change. rassurer les parents. Ceci dit, les filles, elles mettent leur doudoune. Ça dépend. Ça dépend, mais Oui. plus, un petit peu plus. Voilà. Parce qu'elles, surtout dès qu'elles vont être réglées, etc., leur physiologie change. Mais donc, ce que font les enfants en groupe, ce qu'ils font tous au même âge, c'est probablement plus quelque chose qui est en rapport avec leur physiologie que quelque chose qui serait en rapport avec une soi-disant rébellion avec l'adulte et compagnie. D'accord. Alors, vous avez fait traduire, on va parler de ce livre, Viens jouer dehors, d'Angela Gianscom, justement. Donc, apprendre aux enfants à s'amuser à l'extérieur et oublier les écrans. C'est ça. Donc, du coup, c'est vraiment pourquoi c'est vital pour le développement harmonieux de l'enfant. Donc, cette auteure, elle partage en fait son expérience et des stratégies qui sont faciles à mettre en place pour aider nos enfants à jouer librement. Et vous nous conseillez aussi le livre de Michel Borba, qui examine les causes du déficit d'empathie lié à la communication numérique de nos enfants et de nos aînés. Et en fait, elle propose 9 axes éducatifs de changement qui sont fondés sur des études scientifiques. Donc voilà, on présente ces 2 livres qu'on vous conseille évidemment. Oui, et donc dans le syndrome du selfie, il y a vraiment énormément de ressources, dans les deux, mais c'est assez différent. Dans le syndrome du selfie, pour les adolescents, il y a d'une part aider l'enfant à développer l'empathie et aussi la responsabilité sociale. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très important et intéressant parce que trop souvent, on parlait des enfants rois tout à l'heure, et là, on voit bien là-dedans comment, justement, non, toute cette parentalité positive, elle vise à rendre les enfants plus empathiques et plus responsables. Merci beaucoup de ces précisions. Alors, je voulais terminer par cette citation. On dit tout le temps, hein, vous l'avez dit aussi, on dit tout le temps qu'avant c'était mieux. Socrate l'a dit, Platon l'a dit. C'est marrant parce qu'un retour plus de 2000 ans avant, c'était déjà dit que les enfants étaient tyranniques, que les enfants étaient paresseux et irrespectueux. C'est quand même rigolo parce qu'on se dit que c'est de notre génération finalement, et pas du tout. Déjà 2000 ans avant, c'était déjà le cas. Je vous lis cette petite citation. « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d'engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs maîtres. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » Jamais j'aurais cru que c'était Socrate qui avait écrit ça. Franchement, on pourrait dire que c'est un auteur contemporain. Et alors, je vais rappeler vos livres. Donc, la trilogie « J'ai tout essayé »,« Il me cherche » et « On ne se comprend plus » aux éditions J.C. Lattès et aux éditions Marabout pour le format poche. Et je vous remercie 1000 fois d'être venu encore une fois sur ce canapé nous parler de votre expertise. On a vraiment appris énormément de choses. C'était très très riche cette émission et merci pour tout. Et j'ai hâte de vous revoir, Isabelle. Merci Candice. À bientôt. Salut la famille.
J'ai l'impression que je gère le stress.